Bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis quelques mois désormais, je présente un programme, fictif pour, des élections présidentielles, dans lequel je présente différents points de programme. Donc j'ai présenté jusqu'à présent, un certain nombre de points. J'ai discuté la dernière fois de la recherche et des universités. J'avais commencé en abordant les questions de démocratie et également plus récemment par exemple, de l'éducation, de la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et donc aujourd'hui, l'objectif va être de parler de logement et d'urbanisme. Donc, bon, bien évidemment, ça commence à être des points qui vous intéresseront peut-être moins. Cependant, c'est des questions assez cruciales parce que ça définit le confort, et le bien-être de la population. Donc je vais vous présenter différentes propositions pour améliorer la situation à ce niveau-là. Donc chacun doit pouvoir accéder à un logement et un lieu de vie confortable. Donc, un logement, c'est là où on habite, c'est donc notre appartement, notre maison. Et le lieu de vie, j'entends par lieu de vie quelque chose d'un peu plus général, donc plutôt la ville ou les environs du logement dans lequel on habite. Et donc dans les 2 cas, il faut qu'on ait accès à un certain confort. Donc la première chose à faire à ce niveau-là concerne le soutien à l'accès au logement. Donc là, rien de bien nouveau, hein. La plupart des candidats sont pour que l'accès au logement soit plus simple. Et voici les propositions que je fais pour atteindre cet objectif. Donc dans un premier temps, je propose de moduler la taxe foncière de l'immobilier locatif en fonction du prix de location et de s'assurer que les dégrèvements d'imposition pour les logements inoccupés ne soient pas dus à des prix de location trop élevés ou à l'absence de recherche de locataires. Donc, ce que j'entends par moduler la taxe foncière, ça veut dire que si on applique des prix de location bas, on paye une taxe foncière moins élevée, et si on fait payer des prix de location élevés, bah, forcément notre taxe foncière va être plus importante. Comme ça va inciter les propriétaires à louer pour des prix, plus attractifs. Et pour ce qui est du dégrèvement d'imposition pour les logements inoccupés, donc j'ai un lien sur le sujet pour que vous compreniez ce que c'est. Donc actuellement, quand on loue un logement, mais qu'on ne trouve pas de locataire, on peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur la taxe foncière. Pour en bénéficier, il y a 3 points principaux à respecter. Tout d'abord, la vacance du logement, faut qu'elle soit involontaire. C'est pas un choix du propriétaire de dire: «Bah, je ne loue pas mon logement et comme ça je vais payer moins d'impôts dessus». Ce qui, reviendrait à dire qu'en fait on a une résidence secondaire. Non, le but c'est quand même bien de louer le logement, mais de trouver aucun preneur. Ensuite, le logement doit rester inoccupé pendant au moins 3 mois et enfin le logement est inoccupé dans sa totalité. Donc, si on loue, plusieurs chambres, au sein d'un appartement par exemple, ou d'une maison, il faut bien que l'entièreté de l'appartement ou de la maison soit restée inoccupée pendant 3 mois pour bénéficier de ce dégrèvement. Donc actuellement, je trouve que ce dégrèvement est accordé un peu trop facilement parce qu'il suffit de proposer un loyer, relativement élevé et effectivement, on va trouver personne de manière involontaire pendant un certain temps, mais c'est simplement parce qu'on ne respecte pas les prix du marché. Donc ma proposition consiste à un peu plus encadrer ça et vérifier que pour profiter du dégrèvement, le locataire est bien dans les prix du marché, voire légèrement en dessous. Parce que finalement, peut-être que son logement, ben, ça mériterait d'être encore moins cher que le prix du marché si jamais il ne trouve aucun preneur. Et dans ces cas-là, effectivement, il pourrait profiter du dégrèvement. Donc ça c'est assez simple à vérifier, hein. Il suffit de voir les annonces qui sont publiées et effectivement vérifier auprès d'agences que, ben, le propriétaire, accepte les locataires, mais que c'est bien les locataires qui refusent d'emménager. Ensuite, le deuxième point, consiste à mener une campagne d'information publique auprès de la population pour la sensibiliser aux démarches à effectuer en cas de location de logements insalubres. Donc là, malheureusement, il y a encore beaucoup de locataires qui vivent dans des logements insalubres en France et qui ne font pas forcément de démarches auprès de l'État pour trouver, une solution à ce problème. Et donc là, je vous ai trouvé aussi quelques informations. Ça, c'est la part de logements sans confort sanitaire en France. Donc on voit quand même qu'au cours du temps, il y a une amélioration. Il y avait 39 des logements qui étaient sans confort sanitaire, en 1973, alors qu'aujourd'hui ça représente selon l'étude que j'ai trouvée 0,7 des logements. Donc je pense que c'est une étude de l'INSEE, hein, je suis pas totalement sûr. Ah non, là c'est le Centre d'observation de la société et c'est une source INSEE, donc si, si, c'est bien l'INSEE. Et donc officiellement, seuls 200 000 logements ne disposent pas du confort sanitaire de base en France, au moins 2 logements sur 100. Cependant, quand on regarde le titre, on voit que 2 millions de personnes vivent dans un logement très dégradé. Ça, c'est vraiment les conditions extrêmes, mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on peut vivre dans un logement, qui est relativement insalubre. Donc, par exemple, une mauvaise isolation thermique de la toiture, heu, du logement ou une installation électrique dégradée. Ça, c'est pas forcément considéré comme insalubre selon l'état de l'isolement. Il peut effectivement faire très froid, mais si c'est, relativement,
vivable, on va considérer que le logement n'est pas insalubre. Donc considérons qu'il y a 2 millions de logements insalubres en France et donc qu'il est vraiment important que les locataires qui vivent dans ces logements fassent remonter, auprès de l'administration, le problème pour qu'ensuite l'administration puisse, soit condamner si les conditions sont vraiment, indignes le propriétaire, soit au moins mettre en place des, comment appeler ça? Des contraintes ou en tout cas pousser les propriétaires à faire des travaux pour que les logements soient vivables. Donc le but est donc de mener une campagne d'information, donc par des spots publicitaires, des campagnes d'affichage public, sur les arrêts de bus ou je ne sais où dans les métros, pour les grandes villes, afin que les gens qui vivent dans les logements insalubres aient un numéro de téléphone à appeler et soient au courant des démarches à effectuer. Ensuite, s'assurer que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, SRU, perdure dans le temps et que les sanctions pour les communes ne la respectant pas soient à la hauteur du préjudice engendré. Donc, la loi SRU, globalement, c'est donc, ce qui permet d'avoir des logements sociaux au sein des différentes villes et elle est encore trop peu respectée. Donc là, j'ai trouvé, ce bilan de 2020 qui montre qu'il y a encore 1 100 communes en déficit de logement social en France et donc parmi ces 1 100 communes, il y en a 631 d'entre elles qui sont prélevées à hauteur de 85,4 millions d'euros. En fait, c'est une sorte d'amende pour ne pas avoir respecté la loi. Il y en a 143 qui sont exonérés de prélèvement et il y en a 326 qui ne sont pas prélevés du fait de leurs dépenses en faveur du logement social ou en raison de la faiblesse du montant du prélèvement. Donc ça veut dire qu'elles ont une amende, mais relativement faible, généralement donc des très petites communes, heu, pour de 3 500 à 5 000 habitants, j'imagine. Donc elles ont des amendes tellement faibles qu'on décide de ne pas les prélever. Mais donc comme vous pouvez le voir, l'amende est de seulement 85 millions d'euros. Et moi, j'estime qu'il faut augmenter ce montant-là pour qu'il n'y ait pas une commune sur 2 qui ne respecte pas la loi, mais dans l'idéal, plus aucune commune. Donc que toutes les communes respectent la loi et soient en train de construire du logement social pour, favoriser l'accès au logement des Français et dans le pire des cas, qu'on passe de la moitié à peut-être, 5 ou 10 des communes qui ne respectent pas la loi et qui estiment que, bah, je sais pas, elles veulent une population riche chez elles ou je ne sais pas et que du coup, elles sont prêtes à payer l'amende. Mais si elles sont prêtes à le faire, il faut que l'amende augmente. Ensuite, le point suivant, toujours donc pour soutenir l'accès au logement, consisterait à encadrer les locations touristiques dans les communes dont le parc locatif est en tension, c'est-à-dire limiter le nombre de jours de location annuelle et sanctionner d'amendes sévères les plateformes qui entraveraient la juste application de la loi. Donc pour ça, il faut savoir qu'actuellement, ben, vous le savez tous, Airbnb s'est implanté dans le marché du logement et qu'il y a beaucoup, notamment dans les grandes villes, de propriétaires qui préfèrent mettre leur logement en location auprès de ces plateformes plutôt que d'offrir un logement, stable à des populations, qui travaillent dans la ville ou dans les alentours et qui ont besoin d'un logement pour, pouvoir, simplement vivre pas trop loin de leur travail. Donc là, ce serait tout simplement, encadrer tout ça et dire que, par exemple, ben, un propriétaire ne peut pas, louer par Airbnb ou d'autres structures du même, style plus d'un mois par an et que le reste de l'année, il faut que ce soit un logement, loué de manière plus classique. Faut pas oublier que normalement, il y a quand même des hôtels qui sont là justement pour les hébergements de courte durée, que Airbnb n'est pas censé les remplacer, a priori. Notamment parce que si les gens souhaitent, faire de l'hôtellerie, ça nécessite d'autres investissements, des taxes, des TVA qui ne sont pas appliquées sur Airbnb et plein de choses comme ça et donc c'est tout un métier l'hôtellerie et qu'il ne faut pas mettre en place des concurrences déloyales telles que celle-ci. Surtout quand ça nuit à l'accès au logement de la population. Ensuite, je propose également de renforcer les normes d'accessibilité pour les logements neufs, abaissées en 2018 par la loi Elan. En gros, c'est ce qui fixe le nombre de logements accessibles, donc aux personnes en situation de handicap en France. Donc là, ça a été abaissé à 20 des logements neufs et donc ça a été largement abaissé parce que la loi jusqu'à présent fixait comme objectif un taux donc je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était pas loin du 100 de logements neufs accessibles et donc quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y a eu un pré-projet de loi Elan, puis un article et cetera qui a mené à son application fin 2018, qui a consisté à abaisser ce nombre donc à 20 des logements neufs qui doivent être accessibles et il parle, désormais de logements évolutifs, c'est-à-dire que les 80 autres qui ne sont pas accessibles, si jamais il y a une personne en situation de handicap qui emménage, la loi prévoit qu'il y a des travaux qui seront effectués pour que la personne puisse, aménager à l'intérieur. Sauf que, bien évidemment, vous imaginez bien qu'une personne en situation de handicap va pas se dire qu'elle va attendre 3 mois que l'ascenseur soit rendu accessible, que ses toilettes soient rendues accessibles, que sa salle de bain soit rendue accessible.
Donc en fait, c'est un gros frein et les personnes en situation de handicap, sont freinées dans leur recherche de logement parce que, 4 logements sur 5 parmi les 9, hein, parce que les anciens, c'est pas encore le cas, 4 logements neufs sur 5 n'est pas accessible pour elles. Donc vous comprenez la difficulté que ça représente. Donc voilà, là, il parle d'un quota de 10 de logements accessibles qui est maintenu, mais bon, c'est trop peu. Et donc moi, je propose dans un premier temps de remonter ce quota à 30 et potentiellement de l'augmenter encore avec le temps. Oui, j'ai oublié d'évoquer un point précédent. Toujours pour soutenir l'accès au logement, je propose d'augmenter le nombre de logements en accession abordable via les offices fonciers solidaires. Donc, je vous ai présenté un petit schéma. Les organismes fonciers solidaires, c'est ce qui s'occupe d'acquérir un terrain, ensuite de signer un contrat avec un opérateur qui va donc, construire les logements, les commercialiser. Donc pendant un temps, ces logements vont être gérés, par, l'organisation foncière solidaire et donc va attribuer ces logements à des gens qui ont un seuil de revenus, relativement bas et passé un certain temps, ben, le BRS, donc je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais, je pense que c'est un bail solidaire ou quelque chose comme ça, va arriver à terme et ce logement va être attribué à l'ensemble de la population. Donc je propose de profiter de cet organisme foncier solidaire qui s'occupe de gérer les logements sociaux pour que, l'on fixe des objectifs plus élevés et qu'on construise plus de logements solidaires en France. Ensuite, je propose de protéger les propriétaires face aux abus de certains locataires en accélérant les procédures en cas de non-paiement de loyer et de délabrement des biens et en assurant des logements de secours financés par l'État pour accueillir temporairement les locataires en procédure d'expulsion. Actuellement, c'est vrai que j'ai proposé là donc, beaucoup de mesures pour favoriser l'accès au logement, mais c'est surtout des choses qui contraignent les propriétaires. Faut que de leur côté aussi, ils aient une certaine souplesse et que si jamais ils ont des locataires mauvais payeurs ou carrément qui dégradent leurs biens et du coup ça va leur coûter des travaux au-delà de, de la quittance de loyer. Bah, si jamais les locataires se mettent à dégrader trop fortement le logement, le propriétaire puisse les déloger plus rapidement, donc par exemple, je sais pas, sous un délai d'un mois. Mais par contre que l'État soit en position d'accueillir, les personnes qui sont expulsées pour leur offrir un nouveau lieu de logement jusqu'à ce que, bah, la procédure, soit terminée. Les remboursements, s'il y a lieu d'être des locataires, se fassent auprès du propriétaire et cetera et cetera. Ensuite, je propose d'assurer la possibilité de loger dans des conditions dignes chaque sans domicile fixe en mettant en place un système de réquisition de logements inoccupés si nécessaire. Et je rappelle donc que dans mon programme, j'avais proposé la mise en place d'un revenu universel inconditionnel qui donc, permettra à chacun, donc un revenu qui serait autour du seuil de pauvreté, donc autour de 1 000 € par mois, donc qui permettrait normalement à chaque individu de pouvoir payer son loyer, ce qui permet de rassurer les propriétaires dont les logements inoccupés seraient réquisitionnés. Et donc ça, faut savoir qu'en France, actuellement, j'ai regardé le nombre de logements qui étaient inoccupés et il y a un peu plus de 3 millions de logements qui sont vacants, dont 1,1 million sur une longue période. Donc ça représente quand même 8,4 du parc locatif. Donc il y a 3 millions de logements inoccupés sur 37 millions de logements. Donc il y a vraiment moyen dans les cas, de litige et cetera, de trouver des logements inoccupés pour reloger les personnes, enfin notamment pas pour les cas de litige, excusez-moi, pour les SDF, de trouver des logements inoccupés pour les loger pendant un temps, le temps que leur situation s'améliore, qu'elles puissent à nouveau signer des contrats de travail parce que c'est souvent exigé d'avoir un logement pour trouver un emploi aujourd'hui, et cetera et cetera. Donc pour améliorer leur situation, je propose de rendre ces logements inoccupés, accessibles et bien évidemment les propriétaires seraient indemnisés, bah, via le versement d'un loyer. Mais bon, a priori, les SDF devraient être très rares dans le cas d'un revenu universel parce que tout le monde aurait logiquement les moyens de se payer un logement. Ensuite, je propose de rendre les villes plus soucieuses de l'environnement. Pour cela, ben, bien évidemment, il faudra soutenir la végétalisation des villes, notamment par la plantation d'arbres fruitiers, ce qui fait d'une pierre deux coups. À la fois, on met un peu de verdure et ça propose aussi, heu, de la nourriture saine, aux habitants. Il y a une pomme sous l'arbre, je me sers, j'ai un petit j'ai faim à 4 heures, je les mange et au pire, il y a aussi une gestion faite par la municipalité qui permet de les redistribuer, je sais pas moi, par exemple dans les cantines scolaires et cetera et cetera. De réduire bien évidemment les espaces dédiés aux véhicules motorisés également. Donc ça, c'est déjà en cours et c'est pour ça que je parle juste de soutenir la végétalisation parce qu'il y a déjà beaucoup de villes qui font des efforts dans ce sens-là, mais voilà, les inciter à continuer et à réduire peu à peu la place des véhicules motorisés au sein des espaces urbains. Donc bien évidemment, hein, là je parle des villes, hein, la campagne c'est plus compliqué, mais essayer de faire aussi un effort à la campagne, je pense que ça peut se faire, en soutenant d'autres moyens de transport et en soutenant
les partages de véhicules et cetera et cetera. Je propose également de continuer et d'accroître l'investissement dans la rénovation énergétique des logements. Donc ça, pareil, il y a des efforts qui sont faits de la part du gouvernement pour la transition énergétique. Notamment toutes les passoires thermiques sont en train d'être, peu à peu, rénovées et on espère bien que d'ici quelques années, bah, le chauffage et les réductions de coûts du chauffage, seront présents pour la plupart des gens parce que leurs logements seront bien isolés. Et enfin, le dernier point du programme concernant le logement et l'urbanisme, je propose de rendre les villes plus humaines. Donc, pour ça, je propose de stopper la construction de grands centres commerciaux à l'extérieur des villes, qui d'une part nuisent aux petits commerces, et de ce fait donc, font des pertes d'emplois. Parce que généralement les grosses structures comme ça emploient moins de personnes qu'un nombre plus élevé de petites structures. Donc effectivement, quand on est consommateur, on se dit que l'intérêt pour nous, c'est de payer moins cher, mais après c'est aussi de la perte d'emploi et de la création de chômage. Et donc, les chômages, on le paye aussi avec nos impôts. Donc ce qu'on paye moins d'un côté, on finit par le payer, via nos impôts pour soutenir les personnes au chômage. Sachant donc qu'encore une fois, bah, le chômage dans le modèle que je préconise, n'aura plus lieu d'être. On parlera plus de chômage parce que tout le monde aura accès à un revenu universel qui couvrira, bah, les périodes où on n'a pas d'activité professionnelle. Mais, dans tous les cas, c'est important de soutenir les petits commerces pour partager l'activité productive entre tous et l'activité commerciale entre un maximum de personnes. Donc voilà, c'était mon point de présentation sur, l'accès, au logement et les conditions d'urbanisme, dans un programme, que je présenterai si jamais, je me présentais à des élections présidentielles. Donc la prochaine vidéo concernera l'environnement. Donc je vous présenterai toutes mes préconisations pour lutter contre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, contre la pollution, et cetera et cetera. En attendant, comme toujours, je vous incite à vous intéresser à la politique et je vous souhaite une bonne journée.